Bonjour, c'est Jean-Michel Maillet. Je vous fais cette vidéo comme convenu, comme je l'avais annoncé, pour vous présenter mon petit prototype que j'ai commencé à réaliser, qui n'est pas tout à fait terminé, qui n'est pas encore fonctionnel, mais sur lequel on peut déjà voir des choses, et qui commence à mettre un petit peu en évidence les premières choses que disait Bellini, que je vous ai dit dans la première vidéo que je vous ai faite pour présenter l'étude que j'ai faite. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je vais vous mettre dans les commentaires les liens de la vidéo à laquelle je fais référence. Alors d'abord, mon petit prototype, je l'ai commencé sur la base de 4 aimants que j'avais. Je vais zoomer un petit instant. Hop, hop, hop. Zoomons un peu, ça va être un peu mieux quand même. Hop, 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 hop. Voilà. Je l'ai commencé sur une base de 4 aimants que j'avais. Enfin, j'en avais 8, 10 comme ça. Alors, ce sont des aimants néodyne qui font 2 cm de diamètre à peu près, 2 cm d'épaisseur. Qui ont une force de 26 kg chacun. Ils sont assez puissants quand même. Donc c'est des aimants que j'avais dans mes stocks. J'ai démonté un disque dur d'un PC sur lequel j'ai enlevé. Alors le disque dur, c'est la partie brillante ronde là, c'est ça là, sur laquelle j'ai collé les aimants, et j'ai récupéré l'axe. L'axe, c'est le support du moteur, parce qu'il y a un moteur en dessous, en principe. Donc j'ai giclé le moteur, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus de moteur, et donc ça tourne parfaitement. Le roulement est parfaitement libre. Enfin, c'est assez précis, quoi. C'est pas mal, c'est de bonne qualité. Donc ça me fait un support simple pour commencer la base de mon petit prototype. Alors ensuite, pour réaliser la structure du moteur, donc je vous ai montré ce que j'avais utilisé pour faire le rotor. Pour faire la structure du stator, j'ai découpé des petites plaques de plastique comme ça, transparentes, qui font environ 11 par 11 en gros, et puis qui font 6 mm d'épaisseur. J'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5 que je vais empiler en structure pour faire le corps du moteur avec le corps du stator fixe, donc cette partie là, et le corps du rotor qui va être au milieu et qui va tourner librement. Alors voici maintenant le montage final, qui n'est pas tout à fait terminé, je vous l'ai dit, il n'est pas encore fonctionnel. Le montage final, donc on voit l'empilement des 1, 2, 3, 4 petites plaques en plastique transparente, dans lequel on voit le rotor qui est assemblé. Là, je le fais tourner, voilà, tac tac. On voit son support que j'ai fixé sur le fond de la plaque en plastique, là, avec 3 vis, 1, 2, et là c'est à l'envers, c'est pas facile, et 3 au-dessus, là, paf, non c'est en dessous, paf, 1, ouais bon, voilà, 3, c'est pas facile à l'envers. Donc voilà, la plaque inférieure, sur laquelle j'ai fixé le rotor qui tourne. J'ai pris pour empiler les plaques des petites tiges filetées en laiton, pour que ce soit amagnétique, pour qu'il n'y ait pas d'effet des uns sur les autres. Donc au-dessus du rotor, j'ai fixé une deuxième plaque qui est celle-ci non, ça c'est la première plaque. J'ai fixé le rotor. Ensuite j'ai empilé avec des petites vis, on peut voir là, voilà, une vis dessus, une vis dessous, ça se bloque, ça se contre-bloque. J'ai mis une deuxième plaque qui va venir prendre une troisième plaque, qui vont venir prendre en sandwich les bobines qui vont venir ici, là et là. Alors, je suis pas tout à fait comme ce que John Bellini avait fait. Lui, il avait, dans la petite présentation que je vous ai faite sur la vidéo précédente, le rotor est comme ça en fait, ou comme ça, avec l'aimant
qui était en haut, et puis la bobine qui passait dessus comme ça, hop là. Là, moi j'ai fait passer les bobines, je fais passer le rotor sous les bobines. Voilà. Bon, pour moi c'est plus simple, c'est plus mécanique, et pour la suite vous verrez, c'est comme ça que enfin, c'est des choses comme ça que je pense pour la suite et pour faire évoluer les choses. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai à l'emplacement des bobines, donc on voit que les bobines ne sont pas complètes. C'est ça qui me reste à terminer. Il faut que j'enroule les bobines. Là, pour l'instant, j'ai simplement positionné les deux noyaux de fer doux dont je vous parle sur les vidéos. Donc ça, c'est le noyau de fer doux de la partie dite énergisante. Ça, c'est le noyau de fer doux de la bobine sur laquelle on a la bobine de puissance et la bobine de gâchette. Donc elles sont positionnées comme elles sont positionnées dans les schémas de Bellini. Et puis au-dessus, j'ai fixé un petit circuit, vous voyez, en épaisseur, là, voilà, on le voit comme ça, dans lequel on voit des composants qui sont soudés dessus. Enfin, non, en fait, c'est pas soudé sur le plastique, parce que je vois pas comment j'aurais pu le faire, mais simplement, j'ai soudé des clips sur lesquels je viens qui sont des petits connecteurs, vous voyez, petits connecteurs sur lesquels vont venir des fils. Je vous ai expliqué après pourquoi et comment et à quoi ça sert. Voilà, je le remets. Donc j'ai fixé des clips sur lesquels viennent se raccorder les fils. Ici, ça c'est la partie alimentation batterie. Ça c'est la partie, je vous explique après. Ça c'est la partie bobine. Et de ces clips, j'ai fixé en les vissant, tout simplement, perçant et vissant, j'ai soudé un circuit dessus. J'ai dénudé du fil de cuivre, tout simplement. Hein. Je sais pas comment bien vous le faire voir. On ne l'aperçoit pas très bien. Je vais vous le montrer plus en détail. Mais donc, tout est-il qu'il y a des fils de cuivre qui passent dessus, qui partent de points, qui vont à d'autres points, et ainsi de suite, pour réaliser le circuit. Et dessus, j'ai soudé les composants, ici le transistor, ici la LED qui va s'éclairer quand la bobine énergisante va décharger, donc elle doit éclairer en principe par à-coup quand le moteur démarre, et puis ensuite d'une manière permanente, parce que la fréquence est trop élevée pour l'œil et on ne voit plus les à-coups. Ici, il y a un petit potentiomètre qui apparaissait dans... Je ne sais plus si ça apparaissait dans les animes, je crois pas. Il y a un petit potentiomètre de réglage de la résistance, je vais vous expliquer après. La diode, là, ici, qui permet de commander le transistor. Et puis j'ai mis deux petits switches, j'en ai un premier ici, là, marche, arrêt, qui permet de connecter les batteries, enfin, c'est un switch on en fait, hein, pour alimenter le circuit. Et puis là, j'ai mis un deuxième switch qui est là, tac, voilà, tac, tac, qui me permet de passer en mode mono batterie ou en mode double batterie. Dans les animes, je vous avais expliqué, dans la troisième anime, je crois, il y avait une seule batterie d'alimentation et il n'y avait pas de batterie de charge. Donc ça, c'est le premier mode, comme ça. Dans lequel la batterie de charge n'est pas connectée, le circuit de charge n'est pas connecté. Et puis là, j'ai un deuxième mode, clac, qui va me faire connecter les deux circuits en même temps pour le mettre en mode charge dynamique, entre guillemets. Je vous expliquerai tout ça par la suite aussi. Bon, je vais changer de plan parce que le tenir c'est compliqué, puis j'ai besoin de manipuler, donc je vais changer de webcam. Là, le petit proto est mieux positionné sur le bureau, il est à plat. Donc, alors je vous le rappelle, il fait environ 11 par 11 à sa base, sur une quinzaine de centimètres de haut en gros. On a le rotor qui tourne, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, tac. On voit les positionnements des bobines. Ça, c'est la bobine énergisante, celle qui va donner de l'énergie en permanence. Et ça, le positionnement de la bobine, qui va être la bobine de puissance et la bobine de gâchette. Alors en gros, les bobines vont avoir ce look-là, je vous le montre. Les petites bobines qui vont faire en gros 4 cm d'épaisseur, et puis, oui, 4 cm d'épaisseur et 4 cm, donc 3 cm et demi d'épaisseur et 4 cm de largeur. Là, celles-ci, elles ont pas de noyau de ferrite, donc c'est pour ça que je ne peux pas les utiliser. J'avais fait ça pour d'autres essais, je ne sais plus lesquels. Donc je ne peux pas les utiliser, mais en gros, elles vont avoir la même taille. Et
Si je les positionne, en gros, ça va faire quelque chose dans le genre, une fois que la bobine va être positionnée, bon, elle n'est pas à sa place, hein, elle est un peu à côté parce que c'est là qu'elle devrait être exactement. Mais en gros, ça va, voilà le look que ça va avoir, x2, parce qu'il y en aura une autre qui va être ici, à cette place-là. Et puis, les fils, les fils des bobines vont être soudés sur les petits connecteurs qui sont là-haut. Tac, 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 il y en a 4, 2 pour la bobine d'alimentation et de puissance, et 2 pour la bobine de gâchette. Donc, si vous vous souvenez, dans l'animation, je vous avais expliqué que John Benini disait que son moteur était un moteur à faible traînée, c'est-à-dire que les effets magnétiques entre aimant et noyau de fer doux étaient quasi nuls. Pas nuls, quasi nuls. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer quelque chose qui tourne en permanence, mais quelque chose qui est vraiment à faible traînée, c'est-à-dire qui a une rotation relativement libre. Alors si je lance, on voit facilement que effectivement il tourne d'une manière assez libre. Hein, tu vois. Bon, là il s'arrête, je le relance, il tourne, et puis bon il freine, c'est normal, il n'a aucun apport d'énergie, il s'arrête. On voit que c'est très doux, hein, c'est une simple petite pichenette sur le rotor et ça tourne. On sent qu'il y a vraiment quasi pas de frein, c'est quelque chose d'assez libre, d'assez fluide, on va dire. Alors on va reprendre l'animation que je vous avais montrée dans la première vidéo. Alors nous voilà revenus à l'écran avec à l'écran l'anime que je vous avais présenté, l'anime 3 que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, qui détaillait le fonctionnement théorique du moteur de John Bedini. Alors là on peut voir que on a toujours nos 4 aimants, nos bobines énergisantes là-haut, celle qui produit l'énergie pure et dure, et puis la bobine de commande qui est ici, avec sa bobine rouge, bobine principale, bobine de puissance, et la bobine verte, bobine de gâchette qui va déclencher certaines choses à certains moments. Comme je vous l'ai dit, mon moteur n'est mon petit prototype là que je vous ai montré au préalable n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que John Bedini, lui, il a mis ses aimants sur un rotor dans cette position avec un or à l'extérieur du rotor. Et puis les bobines à l'extérieur du rotor en face des aimants. Moi j'ai fait une rotation de 90 degrés à la fois des aimants et à la fois des bobines. Voilà, c'est-à-dire que les bobines se retrouvent au-dessus des aimants dans ma conception, dans ma vision des choses. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc on a exactement les mêmes phénomènes qu'on devrait vérifier. Donc je vous ai dit que mon prototype allait me servir à mesurer ce que dit Bedini. Est-ce que tous les effets qu'il explique dans ses bouquins sont vérifiables ou pas, ou à moitié, ou je ne sais pas. Donc voilà, moi j'ai, là c'est un câblage, c'est le câblage simple du moteur de Bedini dans son bouquin numéro 1. Après dans le bouquin 2 et 3, on arrive à un câblage plus complexe. Je ne vous ai pas encore montré le câblage le plus complexe, hein. Je vous ai montré le câblage le plus complexe que celui-ci de son bouquin numéro 2. En fait c'est la partie 4 de la vidéo précédente, dont le lien est dessous, je vous le répète. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans le circuit électronique? La résistance R1, moi j'ai rajouté un petit potentiomètre en série sur la résistance qui va nous permettre d'ajuster d'affiner la vitesse de rotation, c'est tout, hein. Parce que si on met une résistance à valeur fixe, il y a une vitesse de rotation fixe. Si on peut faire varier cette résistance R1, on va faire varier le niveau de déclenchement, donc on fait varier le moment où va se donner la petite impulsion qui pulse le moteur, et donc faire varier sa vitesse de rotation. On a la diode D1, c'est la diode qui est la plus près du transistor, je vous la remontrerai après sur le petit proto, et puis on a le transistor T1 qui est là. Voilà. Donc ce que Bedini explique au début du cycle de son moteur, c'est que
là on est à un point neutre. C'est-à-dire qu'il y a un aimant qui est situé en face de la bobine qui donne de l'énergie pure. L'aimant est directement attiré en face et en perpendiculaire du noyau de fer doux, c'est-à-dire là, donc une force maximale. Et puis sur la bobine, sur le noyau de fer doux de la bobine de commande, on a deux aimants, l'un à gauche, l'un à droite. Donc, et chacun est attiré, mais à petite force, parce qu'on est éloigné de l'aimant du noyau de fer doux. Il y a une petite force d'attraction qui s'opère l'un vers l'autre, l'aimant gauche vers le noyau, et puis l'aimant droite aussi. J'ai pas mis une petite flèche verte qui clignote, mais on devrait avoir la même petite flèche verte à droite qui clignote à équivalence. Donc là, on est sur un point neutre dans lequel tout est équilibré, rien ne tourne et rien ne fonctionne. Dans le fonctionnement du moteur de Bedini, Bedini explique que son moteur ne démarre pas. Hein. Si on lui met de la tension, ça ne fait rien. Ça va pas le lancer. Ça va pas le faire démarrer. Ça va grogner parce qu'on va avoir des effets imaginons là, hop, on allume la batterie telle que c'est maintenant. On va avoir un champ magnétique qui va se créer dans la bobine principale, rouge, mais ça va grogner, mais on est toujours en équilibre. Hein. C'est-à-dire que, bon, voilà. Donc, Bedini explique que c'est un moteur dans lequel il faut donner une impulsion à la main, ou à un petit démarreur, enfin, peu importe le système, mais il faut le lancer. Ou mettre un système électrique qui permette de le lancer, on pourrait, hein. Il suffit de... Bon, on en reparlera plus tard, c'est autre chose. Mais, donc il faut le lancer. Donc imaginons que l'on lance ce système maintenant. Qu'est-ce qui se passe si on lance? Si on lance, on lui donne une pichette et ça commence à tourner. Si ça commence à tourner, évidemment, l'aimant qui était à la gauche de la bobine de commande est attiré par le noyau de fer doux de plus en plus. L'attraction est plus forte. On a une attraction, donc une accélération. Par contre, au niveau de l'aimant qui était lui en perpendiculaire de l'aimant de la bobine énergisante pure, lui s'en éloigne, donc sa force d'attraction diminue. Et puis je continue le cycle, hop, on s'en rapproche, la force d'attraction sur la bobine principale, le noyau dur de la bobine principale augmente, et inversement sur le noyau de la bobine énergisante. Je continue, on s'en rapproche, et là on va arriver à un second point neutre, c'est-à-dire c'est le moment où l'aimant est en perpendiculaire du noyau de fer doux de la bobine qui pilote, et on a deux aimants qui se retrouvent, eux, en équilibre autour du noyau de fer doux de la bobine énergisante ici. On se retrouve c'est le même point qu'avant, mais sauf que les points forts sont décalés. C'est-à-dire, avant on était sur la bobine énergisante, maintenant on est sur la bobine de commande. Voilà. Ça c'est le premier cycle de démarrage du cycle du moteur de Bedini. Donc on a pu voir que de gauche à droite sur la bobine de commande, l'aimant est attiré de plus en plus, et on a pu voir que l'aimant qui était en face de la bobine je vais le remettre, hein, l'aimant qui était en face de la bobine de puissance, c'est-à-dire à ce moment-là, il est attiré à un maximum, et donc on était sur un point d'équilibre, on donne une pichenette, ça commence à tourner. Et là, John Bedini explique que l'effet des aimants par rapport aux deux noyaux de fer doux se contrecarre plus ou moins. C'est-à-dire que quand l'un est attiré de plus en plus, l'autre est attiré de plus en plus vers le noyau de fer doux. L'autre, en s'éloignant, diminue sa force d'attraction. Donc l'un dans l'autre, on doit être sur quelque chose qui doit être relativement neutre et relativement équilibré, ce que lui il appelle moteur à faible traînée, c'est-à-dire que les effets magnétiques purs des aimants avec les noyaux de fer doux, quel que soit le nombre, quel que soit le nombre, s'annulent plus ou moins. Plus ou moins, et après il y a des frottements, donc ça freine, donc ça s'arrête. C'est pas un mouvement qui tourne, sauf si on mettait dans le vide, certainement que là, on lancerait le truc et ce serait quelque chose qui tournerait en permanence. Mais on n'est pas dans le vide, on est sur Terre, et il y a de l'attraction, des frottements, et ainsi de suite.
Donc, il est normal que quand on lance ce mouvement, il soit doux et hop, et pas compliqué et souple et pas fort, alors qu'il y a quand même des efforts qui sont importants sur mon proto. Chaque aimant, je vous le rappelle, fait 26 kg d'attraction, hein, si on le colle sur une plaque de fer. Pour le retirer de la plaque de fer, il faut une force de 26 kg pour qu'il se décolle. Donc c'est pas neutre. Alors sachant que là, les aimants ne sont pas au contact direct des noyaux de fer doux, il y a un espace, hein, sur mon proto, il doit y avoir, je ne sais pas, de quelque chose de l'ordre de, à ce jour, pas loin du centimètre. Hein. Il faudra essayer de diminuer, voir ce que ça fait, quels sont les effets. Donc on n'a pas une force de 26 kg, mais on peut imaginer une force de 15-18 kg, quoi, quelque chose dans le genre. Et malgré qu'il y ait 15 à 18 kg de force entre le noyau, entre les aimants et les noyaux de fer doux, le système tourne très librement. Il suffit d'une pichenette pour le lancer, et puis il tourne, il s'arrête, mais il tourne gentiment, et on voit qu'il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de moment dur, il n'y a pas de moment particulier. Bon voilà, on va repasser maintenant sur la partie proto. Alors, revenons rapidement sur le premier constat que je vous ai fait précédemment, à savoir que le moteur était à faible traînée. Je reviens dessus. Donc regardez, si je le lance une petite pichenette, et il tourne il tourne facilement. Pas grand chose. Une pichenette, pouf, et il tourne. Alors ce qui est intéressant, ce qui est marrant, ça c'est la bobine énergisante. C'est-à-dire que dans l'anime, je vous ai montré qu'elle était juste en face l'aimant. On voit bien qu'elle s'arrête juste en face de l'aimant. Et que l'autre bobine était était à l'équilibre entre deux aimants. C'est-à-dire celui-ci et celui-là. On voit bien que c'est l'emplacement où elle s'arrête. Je relance. Là, j'ai relancé, ça s'est arrêté, c'est-à-dire que la bobine énergisante n'est pas arrêtée devant son aimant. Par contre, celle qui est de puissance, elle est arrêtée devant l'aimant, là, ici. Je relance. Cette fois-ci, la bobine l'aimant qui doit s'arrêter devant la bobine énergisante, enfin le noyau dur de la bobine énergisante, est bien arrêté. L'autre est bien entre les deux. Donc j'ai fait pas mal de statistiques, hein. J'ai lancé, je sais pas, une 50aine de fois, comme ça, hop là, et en gros, une fois sur deux, le moteur s'arrête, soit comme il est là, aimant en face de la bobine énergisante, les deux autres aimants en équilibre, soit l'inverse, c'est-à-dire un aimant en face de la bobine de puissance, et à l'équilibre entre deux aimants autour du noyau dur de la bobine énergisante. Donc voilà, donc on voit bien que le moteur est fluide, n'a pas de frein, est équilibré, parce qu'un coup s'arrête dans un sens, un coup s'arrête dans l'autre, donc il a un équilibre, donc prêt à être fonctionnel. Alors revenons quelques instants sur le circuit, juste pour terminer. Sur le circuit, vous vous souvenez, sur l'anime, il y avait un transistor T1, une résistance R1 et une diode D1 sur le circuit de base de l'anime schématique que j'ai repris tout à l'heure. Donc le circuit est simple. Le transistor, il est là. C'est le transistor T1. La diode qui permet de le piloter, la diode D1, elle est ici. La résistance R1 qui permet de limiter le courant dans la diode, et limiter donc le courant dans le collecteur, dans la base du transistor, elle est ici. Simple différence de petit montage que moi j'ai effectué, c'est remettre un potentiomètre en plus en série avec cette résistance, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en série sur cette résistance pour pouvoir ajuster la valeur de la résistance et donc faire varier le nombre de tours. Enfin, faire varier la vitesse de déclenchement et le moment de déclenchement du transistor, donc faire varier le nombre de tours. Voilà, ça c'est le circuit de base
qui était sur l'anime juste avant, là, où je vous ai montré le premier effet Bellini, à savoir l'attraction de l'aimant vers le noyau dur de la bobine de puissance. Le reste, ça concerne le fonctionnement du circuit. Donc voilà. Donc là, vous avez à peu près tout sur le prototype sur lequel je travaille et ce que j'ai réalisé. Alors, la présentation du petit prototype qui est en cours de réalisation est terminée. Je vous ai à peu près expliqué tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je voulais juste vous dire que dans les temps à venir, cette semaine et la semaine prochaine, je vais vous passer, je vais refaire au moins trois vidéos. L'une sur le mode répulsion du moteur, parce que là je vous l'ai présenté dans le mode attraction, je vous expliquerai ça en détail. Et il y a aussi un mode répulsion, il y a deux manières de le faire fonctionner le moteur, en mode répulsion ou attraction. J'ai présenté répulsion, je vais vous présenter attraction. Je crois qu'attraction, d'après ce que Bellini explique, c'est le meilleur rendement, c'est mieux. Ensuite, je vais vous expliquer les effets des impulsions que génère le moteur par rapport au condensateur et par rapport à la batterie. Donc ça fait en gros 3 vidéos qui vont venir pour compléter un petit peu tout ça. Voilà, pour tous ceux qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais mettre mon mail dans la description de la vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, vous abonner à la chaîne si vous avez envie de savoir ce qui va suivre, sachant que je dois avoir, parce que hier soir j'étais avec un pro de la construction de bobines qui habite, qui a un atelier à 15 bornes de chez moi. Je suis allé le voir hier soir, on se connaît depuis un moment. Et on a prévu de faire une vidéo nickel chrome, pas une vidéo nickel chrome, une bobine nickel, des bobines nickel chrome pour le proto qui est bien quand même. Il est pas mal, il est propre. Et donc on doit avoir ça soit en fin de semaine, soit en tout début de l'autre, parce qu'après il part aux États-Unis. Donc fin de semaine prochaine, on va commencer. Il devrait tourner. Je devrais pouvoir vous le montrer à tourner. Et puis dans la foulée, je vais mesurer tous les points que Bellini dit. Je vais prendre un oscilloscope, on va regarder les courbes, les moments, les tensions, ce qui s'y passe. Et puis on va essayer de faire un espèce de bilan, comme ça, un bilan sur un petit proto. Déjà, l'objectif étant pas forcément de démontrer qu'il a une cope supérieure à 1, parce que c'est un petit proto, c'est un petit objet, donc plus c'est petit, plus difficile de mettre en évidence certains effets, mais par contre, ce petit proto devrait nous permettre de complètement valider la théorie de Bellini, les déclenchements, quoi, quand, comment ça se passe, et ainsi de suite. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les pouces si vous aimez, abonnez-vous si ça vous plaît, faites tout pour que ça monte dans les algorithmes, parce que c'est le but du jeu, donc ça aussi, parce que vous allez comprendre la suite de mon projet un petit peu plus tard. Là, j'en suis aux prémices. Je suis aux premières explications pour vous dire où j'ai envie d'aller, où je souhaite aller, ou comment je vois les choses. Bon voilà, je vous souhaite une bonne. Pour moi, c'est presque une fin d'après-midi, presque une fin de soirée. Et pour vous, peut-être une fin de jour ou une fin de nuit. Je ne sais pas. À très bientôt. Au revoir.